Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. La rue Beauregard débute rue Poissonnière et se termine boulevard de Bonne-Nouvelle et rue de Cléry. Elle mesure 274 mètres de long et entre 6 et 10 mètres de large. Elle appartient au quartier Bonne-Nouvelle du 2e arrondissement. Le panorama qu'elle offrait sur la ville et la campagne depuis le sommet de la butte Bonne-Nouvelle, formé par l'entassement d'immondices et de boue entre le Xe et la fin du XVIe siècle, avant que les immeubles ne grandissent, est à l'origine du nom Beauregard. La rue est rejointe ou traversée par plusieurs voies, les rues Notre-Dame de Recouvrance, de la Villeneuve, d'Aurelle, Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dont je vous parlerai ultérieurement. La butte Bonne-Nouvelle, également appelée butte aux Gravois, est lotie à compter de 1623. Pour en favoriser le peuplement, les commerçants et artisans qui s'y installent sont déclarés francs de taxes, à l'instar de ceux de l'enclos du Temple. À ses débuts, elle comprend essentiellement des menuisiers. Numéro 1. Emplacement de l'ancien hôtel de la Faille, construit entre 1730 et 1737 par l'architecte Pierre Vignier de Vigny. L'immeuble fut surélevé ultérieurement. Numéro 5. En 1930, Margaret Beer Austin, Madeleine Massonneau et Margaret Ann Dorson, membres de l'association La Fresque, fondée par le peintre franquiste Paul Baudouin, 5 ans auparavant, réalisent dans le préau de l'école élémentaire une fresque sur le thème des fables de La Fontaine. Numéro 6. Emplacement des bureaux de la société Pierre Jovanović Mobilier. L'architecte d'intérieur Pierre Jovanović est né le 17 août 1965 à Nice. Il fonda son agence de design en 2001 après une carrière dans la mode chez Pierre Cardin. La haute couture lui a enseigné sa maîtrise des volumes, des proportions et de la lumière, ainsi qu'un goût prononcé pour les matériaux bruts et raffinés. Pierre Jovanović réalise des projets internationaux dans le secteur du résidentiel, de l'hôtellerie, de la scénographie et du commerce. En mai 2021, il a lancé sa propre marque de mobilier. Numéro 23 à 25. Maison de Catherine Dehaye, dite Lavoisin. La demeure devait à l'époque posséder une sortie rue de la Lune, fort utile si l'on songe à la nombreuse mais discrète clientèle de la Pythonisse. Elle rendait ses oracles vêtus d'une robe et d'un manteau. La voyance était une industrie très prospère sous le règne du roi Soleil. D'après le lieutenant de police Larénie, la capitale comptait près de 300 devineresses. Lavoisin amassa une fortune avec ses activités de chiromancienne et de vente de poisons. Elle était suspectée d'être à la tête d'un réseau d'environ 100 empoisonneurs qui sévirent pour le compte de la haute société à la fin du XVIIe siècle. Elle était également connue pour sa pratique d'avortements illégaux. Elle se livrait souvent à la pratique de messes noires. Un jour, Madame de Montespan lui demanda d'en organiser une pour qu'elle puisse revenir dans les faveurs du roi en éliminant sa rivale, Mademoiselle de Fontanges. Lavoisin accepta et fit appel à l'abbé Étienne Guibourg pour l'aider. Pour plus de résultats, la messe devait être récitée 3 fois. La première fois, Madame de Montespan les rejoignit à Villebouzin, dans un châtelet isolé. Elle se dévêtit et se coucha sur les dalles froides et humides du château, les bras en croix, un cierge dans chaque main, et l'abbé déclama la messe sur son corps, un calice sur son ventre. Puis, Guibourg souleva un nourrisson, lui trancha la gorge et récolta son sang dans le calice. Guibourg et Lavoisin récitèrent ces paroles. « Astaroth, Asmodée, prince d'amour, je vous conjure d'accepter le sacrifice de cet enfant. En échange, je voudrais conserver l'affection du roi, la faveur des princes et des princesses de la cour, et la satisfaction de tous mes désirs. » Le deuxième office eut lieu de la même manière, mais dans les ruines d'une cabane retirée en pleine campagne. La troisième se déroula dans la maison de Lavoisin. La cérémonie fut racontée par la fille de l'empoisonneuse, témoignage obtenu sous la torture.
Elle étendit un matelas sur des sièges, un tabouret à chaque bout. La voisine avait accroché des tentures sur les fenêtres, rendant la pièce sombre. Elle avait aussi disposé 1 ou 2 chandeliers dans les coins. L'abbé Guibourg portait une chasuble blanche brodée de pives noires. Madame de Montespan était entrée nue et s'était allongée sur le matelas. On lui mit un apron sur le ventre, un crucifix et un calice dessus. L'abbé perça le cœur du nourrisson pour en recueillir le sang. Madame de Montespan en rapporta un peu pour le mettre dans la nourriture du roi. Jugée avec 36 complices, la voisine raconta lors des interrogatoires qu'elle avait brûlé dans son four ou enterré dans son jardin le corps de plus de 2500 enfants. Elle fut condamnée à mort et brûlée vive en place de Grève le 22 février 1680. Quant à Madame de Montespan, elle ne fut pas inquiétée par protection du roi. Mais l'affaire des poisons ne faisait que commencer. Louis XIV signa un édit en 1682 promettant la mort à celles et ceux qui se livraient à des pratiques superstitieuses ou utilisaient maléfices et poisons. Quant aux devins, devineresses, magiciens, ils furent sommés de quitter le royaume. Numéro 32. Niche abritant une statue de Sainte Jeanne, probablement Jeanne de France, protégée par une vitre. Cette statue n'était autre que l'enseigne du magasin à l'image Notre-Dame sous la Troisième République. Numéro 37. Ancienne demeure du comédien Michel Simon, de 1936 à sa mort en 1975, en alternance avec sa propriété de Noisy-le-Grand. Considéré comme un acteur caméléon à la voix tonitruante, il a joué dans 145 films et dans 150 pièces de théâtre. Il a reçu de nombreux prix et des hommages de plusieurs personnalités du cinéma, en particulier celui de Charlie Chaplin, le désignant comme le plus grand acteur du monde. Numéro 52. Une plaque rappelle la tentative d'évasion de Louis XVI le 21 janvier 1793, organisée par le baron de Batz, au croisement avec la rue de Cléry. Emplacement de la maison du poète André Chénier. Sa poésie comprend des réécritures de poèmes antiques, des élégies personnelles, des poèmes philosophiques et des poèmes politiques marqués par le contexte révolutionnaire. L'œuvre inachevée de ce jeune poète du XVIIIe siècle, publiée progressivement à partir de 1819, a fait de lui une figure majeure de l'hellénisme en France et un inspirateur du romantisme. Durant la période révolutionnaire, il prend part aux polémiques politiques. Héritier des Lumières, il est membre du Parti constitutionnel, admire la Révolution de 1789 et pourtant prend violemment position contre le jacobisme mené par Robespierre. Une plaque sur la façade indique Pointe Trigano. L'immeuble est considéré comme l'habitat le plus étroit de Paris. La rue Notre-Dame de Recouvrance débute rue Beauregard et se termine boulevard de Bonne-Nouvelle. Elle mesure 135 mètres de long et 8 mètres de large. La rue doit son nom au voisinage de l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, qui s'est appelée durant quelques années Notre-Dame de Recouvrance. La rue fut bâtie vers 1630 ainsi que toute rue du quartier dit de la Ville Neuve, qui fut rasée vers 1593 pour y construire des fortifications du temps de la Ligue et du siège de Paris par Henri IV sur l'emplacement de la rue de la Butte aux Gravois qui avait été ouverte en 1540. La rue Notre-Dame de Recouvrance fut d'abord nommée Petite rue Poissonnière en raison de sa proximité avec la rue de ce nom. Si vous observez les façades des immeubles, vous verrez au rez-de-chaussée de petites ouvertures assez basses. Ce ne sont ni des portes, ni des fenêtres. Des étals de commerçants occupaient autrefois ces espaces. Aujourd'hui, ces ouvertures servent au commerce ou au logement occupant l'immeuble. Numéro 23. Ancienne demeure de l'ingénieur des arts et métiers Paul Rollier. Il est nommé capitaine à l'âge de 26 ans lors de la guerre franco-allemande de 1870 dans un Paris assiégé par l'ennemi. Porteur d'un courrier urgent pour l'armée de la Loire, il s'envole dans un ballon, le Ville d'Orléans, le 24 novembre 1870 depuis la gare du Nord et atterrit en Norvège. Cet exploit inspirera Jules Verne pour son roman L'île mystérieuse.
Paul Rollier, créa par la suite une fabrique de papier à Serquigny, dans l'Eure, et devint maire de cette commune de 1900 à 1905, avant de décéder à Paris en 1918. La rue de la Villeneuve débute rue Beauregard et se termine boulevard de Bonne-Nouvelle. Elle mesure 122 mètres de long et entre 5 et 8 mètres de large. La rue doit son nom au quartier éponyme qui fut bâti en 1630 sur la butte de Bonne-Nouvelle. La rue fait partie des voies de la butte Bonne-Nouvelle ouverte en 1540 et rasée en 1593. Elle est lotie à nouveau à compter de 1623. Pour en favoriser le peuplement, les commerçants et les artisans qui s'y installèrent furent déclarés francs de taxes. Nommée rue Neuve-Saint-Étienne de Bonne-Nouvelle, puis rue Saint-Étienne de la Villeneuve, elle reçoit son nom actuel en 1867. Numéro 14. Emplacement d'un ancien cinéma pornographique, le Béverlet, fermé depuis le 23 février 2019. Il était dirigé par Maurice Laroche depuis 1983, qui le racheta en 1993. L'établissement avait ouvert ses portes en 1970. Outre des films, le cinéma proposait également des animations, telles des lectures de poésie érotique. Le dernier cinéma pornographique parisien se situe 20 boulevard de Clichy, dans le 9e arrondissement. La rue Thorel débute rue Beauregard et se termine boulevard de Bonne-Nouvelle. Elle mesure 111 mètres de long et 10 mètres de large. La rue porte le nom de Monsieur Ernest Thorel, ancien conseiller municipal. Cette voie existait en 1540 sur la butte Haut-Gravois sous le nom de rue Sainte-Barbe, nom qu'elle tirait de la chapelle érigée sous le vocable de Saint-Louis-Sainte-Barbe. En 1867, elle prend le nom de rue Portalès, nom du curé de la paroisse, et en 1885, son nom actuel. La rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle débute rue Beauregard et se termine boulevard de Bonne-Nouvelle. Elle mesure 91 mètres de long et 10 mètres de large. La rue doit son nom au voisinage de l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. La rue fut bâtie vers 1630, ainsi que toutes les rues du quartier, qui avaient été rasées vers 1593 pour y construire des fortifications, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Cette rue servit de lieu de tournage au film de Louis Malle, Zazie dans le métro. Gabriel vivait au numéro 9, emplacement du café de Turando également. La rue des Degrés débute rue de Cléry et se termine rue Beauregard. Elle mesure 6 mètres de long et 3,30 mètres de large. Il s'agit de la rue la plus courte de la capitale. D'ailleurs, rue est un bien grand nom, car il s'agit en réalité d'un escalier de 14 marches, d'où son nom. Elle n'est toutefois pas la plus petite rue habitée et habitable. Ce titre revient à la rue Eugène Poubelle dans le 16e arrondissement. La rue est une des rues parallèles qui font le lien entre le chemin de ronde situé devant l'ancien fossé de l'enceinte Charles V, l'actuelle rue de Cléry, et le bastion de l'enceinte des Fossés Jaunes. La rue fut donc aménagée après la démolition de l'enceinte vers 1634. La rue des Degrés apparaît dans le film Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, réalisé par François Duperron en 2003. C'est le lieu de rassemblement des prostituées du quartier. Rue des Degrés est le titre d'un recueil de nouvelles de l'écrivain Didier Daninx paru en 2010. La rue de la Lune débute boulevard de Bonne-Nouvelle et se termine rue Poissonnière. Elle mesure 267 mètres de long et 10 mètres de large.
La rue doit son nom à l'enseigne d'un pâtissier qui s'y trouvait. Au numéro 2 se dressaient les brioches de la lune, tandis que le numéro 3 était occupé par les brioches du soleil. La rue se situait sur la butte aux Gravois, ancienne voie extérieure de l'enceinte de Charles V, localisée sur des terrains appartenant au couvent des Filles-Dieu. La construction des premières maisons daterait de 1513. Le hameau est détruit en 1590 par crainte de voir la colline servir au canon de Henri de Navarre lors du siège de Paris. À partir de 1622, les prieurs du couvent lotirent le terrain de la butte. Les constructions furent achevées vers 1648. Les parcelles vendues étaient de taille modeste et les premiers habitants étaient essentiellement des maçons, des tailleurs de pierre et des charpentiers. Numéro 12. La communauté des Filles de la Charité s'installa dans cet immeuble de 1793 à 1792, puis de 1803 à 1831 et enfin de 1854 à 1882. Il s'agit d'une société de vie apostolique féminine de droit pontifical et membre de la Fédération des Sœurs de la Charité. Instituée en 1633 par saint Vincent de Paul et dont la formation fut confiée à Louise de Marillac, elle se consacre au service des malades et au service corporel et spirituel des pauvres. Elle fonde en 1837 l'Association des enfants de Marie Immaculée, destinée à rassembler des adolescents du milieu populaire pour former une élite de piété. Durant tout le XIXe siècle et jusqu'aux années 1960, les sœurs de Saint-Vincent de Paul ont été des auxiliaires de santé dans les hospices et les asiles. Puis, à partir de 1920, elles furent remplacées peu à peu par des infirmières et des aides-soignantes laïques. Les Filles de la Charité sont présentes dans 91 pays. La maison mère se trouve au numéro 140 de la rue du Bac. L'immeuble accueillit également l'ancienne école centrale de TSF. Curiosité scientifique au départ, due aux expériences d'Édouard Branly, la TSF va rapidement devenir un procédé de communication à distance avec ses développements industriels et commerciaux sous l'impulsion de Guglielmo Marconi. Il va avec talent associer les découvertes, les procédés et les dispositifs développés par d'autres chercheurs pour parvenir à établir de véritables communications à distance sans fil. De là naîtra la télégraphie sans fil, puis la téléphonie sans fil. En mars 1899, Marconi réalise une première liaison transmanche entre Douvres et Wimereux, près de Boulogne-sur-Mer. L'école ouvre ses portes en 1929 et dès l'année suivante, les élèves viennent de toutes parts s'inscrire au cours d'opérateurs radio ou de radioélectriciens. Dans un vaste atelier, les élèves réalisent la tôlerie et le câblage de divers appareils radio qu'ils auront le loisir d'emporter chez eux. De là naquirent des vocations de fabricants de postes. Numéro 20. Square Jacques Bidault. Créé en 1966, il s'étend sur 362 mètres carrés. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, un amas de gravats de toutes sortes encombrait le paysage de ce quartier, perché sur une petite butte de Villeneuve-sur-Gravois. Le square rend hommage au secrétaire général de la mairie du second arrondissement résistant. Il était chargé de distribuer des cartes d'alimentation et des cartes d'identité aux prisonniers évadés et aux réfractaires du STO. Arrêté par la Gestapo sur dénonciation, il est déporté en Allemagne où il meurt le 4 décembre 1944 au camp de Neuengamme. En 2007, le square a obtenu le label Espace vert écologique décerné par EcoCert. On y trouve de grands peupliers blancs, des cerisiers à fleurs, un arbre de Judée. Les massifs arbustifs sont composés essentiellement d'hibiscus, de mahonia, de fusain, de forsythia, d'oranger du Mexique, de laurier cerise, de buis, et j'en passe. Depuis 2012, l'association Le Potager de la Lune gère un jardin partagé. Au numéro 23-25, emplacement de l'église Notre-Dame de Bonne Nouvelle, sur laquelle je reviendrai dans une autre vidéo. Numéro 28. Henri IV avait projeté de former un établissement pour pourvoir à la subsistance et au logement des officiers et soldats blessés au service de leur patrie, pour ceux qui ont exposé leur vie et prodigué leur sang pour la défense de la monarchie, passent le reste de leurs jours dans la tranquillité. Ils furent d'abord placés rue de l'Oursine, dans la maison de la Charité chrétienne. Louis XIII destina le château de Bicêtre pour remplacer cet objet.
Il y fit faire en conséquence, en 1634, des bâtiments considérables, et cette maison fut appelée la Commanderie de Saint-Louis. Sa mort empêcha le succès de cette entreprise et Louis XIV disposa de cette maison en 1656 en faveur de l'hôpital général. En 1677, monsieur et madame Berthelot avaient fait bâtir une maison assez spacieuse, rue de la Lune, qu'ils consacrèrent pour y loger 50 soldats invalides. Quand l'actuel hôtel des Invalides fut bâti par Louis XIV, cet établissement devint inutile et fut vendu en 1682 aux filles de l'Union chrétienne, fondée par le prêtre Jean-Antoine Levacher. Nommé le Petit Saint-Chaumont, il ferma en 1790, fut vendu le 27 mars 1795, puis démoli en 1822. Numéro 32. Ancienne demeure de Jean-François Regnard, auteur du Légataire universel et du Distrait. Ayant perdu son père en 1675, à peine âgé de 20 ans, et se trouvant maître d'une grande fortune, environ 40 000 écus, Regnard était bien décidé à entrer dans le grand monde parisien. Il se découvrit une passion pour le jeu et les voyages, et revint à Paris riche de 10 000 écus supplémentaires. À Bologne, en Italie, il s'éprit d'Elvire, une très belle femme, hélas mariée. Il en devint toutefois l'amant et rentra en France avec le couple. Leur frégate anglaise fut prise par des corsaires algériens et les passagers furent vendus à Alger comme esclaves en octobre 1678. Étant bel homme, Jean-François s'acquit rapidement les faveurs des femmes du foyer de son maître, Haktem Thalem. Soupçonnant ce petit fricotage, ce dernier le livra à la justice qui le condamna au bûcher ou à la conversion à l'islam. Par chance, dans le même temps, Robert-Louis l'Angoisseur de la Vallée, consul de France en Algérie, paya 12 000 écus pour le faire libérer. Regnard et sa maîtresse, libérés, s'installèrent dans cet immeuble. Le bruit s'étant répandu que le mari d'Elvire était mort, il se préparait à l'épouser lorsque celui-ci aurait passé une courte période de deuil. Fausse nouvelle, le mari reparut. Ce retour fut célébré par une nouvelle noce entre les deux époux, et Regnard, pour se distraire de sa malheureuse passion, se mit à voyager. Dans Illusion perdue de Balzac, Lucien de Rubempré habite dans la rue. Les funérailles de Coralie, la maîtresse de Lucien, sont célébrées dans l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Dans Atlas, de Georges-Louis Borges, il est question d'une brioche provenant de la pâtisserie Brioche de la Lune. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.